Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du mardi. Vous connaissez tous sur cette antenne l'ami Frédéric Zetoun, dont les chansons de ma vie du dimanche après-midi sont particulièrement attendues et appréciées. Mais ceux que berce sa voix chaleureuse ne savent peut-être pas qu'il vit et se déplace sur un fauteuil, certes à roulettes, mais aussi d'artiste, titre de son dernier ouvrage publié aux éditions de l'Archipel, pour lequel il est mon invité ce soir. Notre rendez-vous étant par essence médical, nous développerons l'aspect médico-social de la dépendance qui concerne à des degrés divers 12 millions de personnes en France et dont il parle bien entendu dans cette biographie. Frédéric, bonsoir. Docteur, bonjour. Vous nous proposez un bel ouvrage de souvenirs où vous évoquez les rencontres importantes que vous avez pu faire, vous, le petit juif de Tunis. Oui. Je cite pêle-mêle et j'en oublie Jacques Martin, William Lémergie, Michel Drucker, Dalida, Enrico Macias, Charles Aznavour, Marie-Paul Bell. Je m'arrête là, mais ça et là, dans cet itinéraire de rêve, on sent poindre les difficultés qui ont été, qui sont encore parfois les vôtres, pour vivre comme tout à chacun. Et vous, si chaleureux, si souriant, si pudique, vous poussez plusieurs coups de gueule pour regretter que si peu soit fait, non pour les handicapés, terme que vous détestez, car il évoque la maladie, la souffrance, l'empêchement, l'incapacité, mais les personnes à mobilité réduite. Ou en situation de handicap. Vous expliquez, à juste titre, face à un escalier, je ne suis pas handicapé, je suis une personne en situation de handicap. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ce petit distinguo, au départ, pas mal de gens qui m'ont interviewé sur ce bouquin m'ont dit « mais bon, ça va, c'est une petite coquetterie de langage, tout ça ». Absolument pas, ce n'est pas du tout une coquetterie de langage. Être en situation de handicap, c'est être empêché par l'urbanisme ou plus exactement par le manque d'urbanisme. On va y revenir. Je vous laisse, docteur, je vous laisse. On va y revenir. Alors, sur le handicap, là, je l'ai dit, la France, c'est 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Ça comprend les handicaps lourds, les incapacités mineures. Et dans 80% des cas, le handicap est d'ailleurs invisible. Oui. Et ça comprend aussi les gens qui sont parfois en situation temporaire de handicap. On est entre 10 et 12 millions. Faire un recensement n'a jamais été très simple, mais Sophie Cluzel, la dernière secrétaire d'État chargée des problèmes des personnes en situation de handicap, dans son ouvrage paru l'an passé, on dénombrait entre 10 et 12 millions. C'est ce chiffre que j'ai repris pour mon ouvrage. Alors, on va dérouler un cours historique, puisque c'est une autobiographie. Vous êtes né à Tunis dans les années 60, une belle journée d'été au senteur de jasmin, qui se termine comme un des plus célèbres films de Coppola, quelques jours plus tard à l'hôpital Bretonneau. Oui. Autrefois service de pédiatrie renommé, qui est maintenant NEHPAD. Qui est maintenant une maison de repos, oui, tout à fait. Et oui, effectivement, c'était un service de pointe et on a quitté la Tunisie avec mon père. J'avais tout juste 10 jours, j'avais tout juste 8 jours, quand on est arrivé à Paris à la recherche d'un établissement digne de m'accepter, digne de m'opérer dans les plus brefs délais. Vous citez une formule d'un comique oublié, là maintenant, Fernand Reynaud. En tous les cas, qui est inconnu des plus jeunes, qui pour nous est largement oublié. Il y a comme un défaut. Vous dites, vous avez en fait vous êtes atteint d'une non-fermeture de la colonne vertébrale ou spina bifida. Spina bifida, exactement. Nos auditeurs, ça empêche de se tenir debout. C'est la colonne vertébrale qui est sectionnée, enfin qui n'est pas finie en fait, qui n'est pas. Mais là, c'est plutôt vous, docteur, qui pouvez m'éclairer là-dessus. Moi, on m'a toujours dit qu'il y avait des vertèbres dans le bas du dos qui étaient restées ouvertes. La moelle épinière était apparente, donc on la voyait, et ça a été véritablement un miracle que je puisse vivre comme ça 8-10 jours avant d'être opéré, sans faire une septicémie, quoi. J'étais vraiment en situation d'urgence vitale. Vous êtes donc opéré. Vous racontez qu'à cette époque-là, même, la casse chirurgicale est importante. Le médecin, docteur Mas, qui est devenu ensuite
ma bonne étoile, mon médecin référent et qui nous a quittés il y a quelques années, docteur Mas, le professeur Laurent et le docteur Mas, qui est son assistant, disent à mon père, qui était totalement effrayé, qui arrivait de Tunisie. Pour lui, la France, c'était... il était venu une fois en voyage de noces avec ma maman pour venir voir Maurice Chevalier à l'Alhambra, et vous dire s'ils avaient vraiment une connaissance extrêmement lointaine de ce pays. Enfin, la France, pour eux, c'était un territoire inconnu, quoi. Et donc, le médecin tente de le rassurer en disant, vous savez, bon, voilà, on va faire ce qu'on peut. Il y a une chance sur deux. Voilà, là, dans l'état où il est, il y a une chance sur deux. Une chance sur deux qu'il puisse survivre à cette opération. Bon, bah, écoutez, voilà, on était deux ce matin-là. Le premier nourrisson n'a pas survécu et j'ai la chance d'être à ce micro en face de vous. Comme le chanteur belge Arnaud, vous êtes sauvé par le sourire, le courage, la détermination, le regard de votre maman. Oui, oui, oui. Et vous dites, mes parents arrivent presque à me persuader que je marche comme les autres. En fait, que je marche comme les autres, c'était vraiment l'extrapolation de tout ça. Mais pour eux, cet handicap ne devait être en aucun cas un empêchement. Ils avaient ça chevillé au corps, mais avec une détermination à toute épreuve. Ils n'étaient pas débiles, ils avaient bien compris que j'allais me déplacer difficilement durant toute ma vie, enfin que ce handicap, il était là et qu'il était bien là. Mais sans le nier et sans être justement dans le déni, ils avaient décidé une bonne fois pour toutes que ça ne devait pas m'empêcher d'être. Que voilà, il y aurait certainement plus de difficultés que la moyenne de mes contemporains, mais qu'à partir de là, en aucun cas, ça ne pouvait être un empêchement à accomplir ma vie. Ça, il fallait franchement avoir une sacrée avance sur les mentalités de l'époque. À l'époque, tous les médecins, enfin pas tous les médecins, mais beaucoup du personnel médical, beaucoup du corps enseignant leur disaient, mais écoutez, il y a des établissements spécialisés. Et pourquoi, Madame Zetoun, vous allez vous embêter 4 fois par jour à aller l'amener dans la classe, le chercher dans la classe, puisque je ne pouvais pas me déplacer. Un empêchement, non, mais des difficultés. Elle commence à l'école. Elle démarre à l'école, ou dans les années, en 67, je rentre en CP. Jamais, je crois vraiment que jamais il n'avait été confronté à ce problème. À l'école maternelle, c'est pareil. Donc l'école maternelle, c'est dès 65. En 1960. Alors, à l'école maternelle, vous dites, vous rencontrez Monsieur Verdi, pas Giuseppe. À l'école primaire. À l'école primaire, c'est pas Giuseppe. Non, c'était pas Giuseppe. Il compose pas, mais il aboie. Et il dit, vous pouvez être admis à condition que vos parents déchargent l'établissement de toute responsabilité et que votre maman vous amène en classe et vienne vous rechercher. Et ça a été ça durant toute ma scolarité, du CP à la terminale. Il a fallu qu'à chaque fois, pour que je sois intégré, encore une fois, on va pas faire pleurer les auditeurs dans les chaumières, c'est pas... mais c'est un fait. C'est un fait. C'est important. Alors, il fallait que mes parents signent une décharge. Ça a beaucoup progressé, Frédéric, là, quand on voit les chiffres. Là, ça a progressé. Vous étiez une exception. Là, maintenant, j'ai vu, il y a à peu près 400 000 enfants qui sont en âge scolaire et la majorité sont dans des écoles normales. Là, votre maman est obligée de vous accompagner, obligée de venir vous chercher. C'était héroïque. Et vous êtes interdit de récré. Oui, parce que c'est bien connu, la récré c'est dangereux, et donc je peux être bousculé, il faut pas prendre de risques, donc voilà. Il y a deux volontaires, vous avez deux gardes du corps là. Et il y en a un qui est tout désigné, qui est le fils de l'institutrice. Le pauvre, il a pas le choix, et donc il est volontaire, il est désigné volontaire à toutes les récréations pour me tenir compagnie. Bon, c'est vrai que ça a pas été simple à vivre. C'est vrai que ça a pas été une partie de campagne, mais très très honnêtement, en écrivant ce bouquin et en replongeant dans ma mémoire, ne me sont revenus que les bons souvenirs. C'est vrai qu'il y a les vraies colères de l'époque et les vraies angoisses de l'époque qui ont ressurgi en écrivant ce livre. C'est bien pour ça d'ailleurs que je rechignais tant à l'écrire, ce livre. Mais en même temps, sont remontés paradoxalement à la surface tous les bons souvenirs. Oui, vous dites que ça n'a pas été une période insouciante et dorée, mais grâce à l'amour familial qui m'a été prodigué, j'en garde... Oui, et puis les gamins autour
toujours... Alors, il y avait ça a été plus difficile au collège et au lycée, mais à l'école primaire, les gosses étaient plutôt sympas. Alors, ils étaient pas méchants, ils étaient méconnaissants. En fait, on ne voyait pas des gens en fauteuil roulant. On n'en voit d'ailleurs pas beaucoup non plus en ce moment dans les rues de Paris. Hein. Et si vous regardez bien, la ville est tellement peu accessible que, franchement, la banalisation du regard, elle est loin d'être faite. Mais, il y avait quand même une gentillesse. Moi, j'avais la volonté d'être comme tout le monde, si tant est que cette phrase ait un sens. Je me suis aperçu après que ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, je voulais être traité comme les autres et je me comportais comme les autres. Et à partir de là, il reste quand même de chouettes souvenirs. Un souvenir important, Frédéric, vous racontez une scène très forte avec le proviseur qui, évidemment, vous destine à une filière professionnelle. Parce que, bien évident, que quand on ne peut pas se servir de ses jambes, eh ben, on est manuel. On est fatalement manuel, oui. Non, alors ça, c'était pour l'entrée en 6e. Et l'entrée en 6e, donc on se retrouve devant le proviseur de cet établissement, du CES Grosso, là, Aulnay-sous-Bois, et qui, une bonne fois pour toutes, a décidé qu'il ne pouvait pas m'accepter. Pourquoi ? Parce que son adjoint, le proviseur adjoint, le censeur, on appelait ça un censeur à l'époque, avait un enfant en situation de handicap, lourdement handicapé, et lui avait été orienté dans l'établissement de Bondy, qui était un établissement dans le 93, où se retrouvaient tout handicap confondu, tous les gens qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs, quoi, en fait. Et donc, il était très gentil, ce monsieur, il n'y avait aucune agressivité. Il expliquait juste à mes parents que, lui, dans l'état actuel des choses, des textes et des lois et de son infrastructure, il engageait fortement mes parents à me mettre à Bondy, où je pouvais faire un CAP de peintre sur émaux, de peintre sur émaux, d'horloger bijoutier et autres. Sauf que votre père n'est pas du tout de cet Non, avis. il n'était pas du tout d'accord. Et moi non plus, et ma mère non plus. J'étais plutôt, sans faire des étincelles, j'étais bon élève. J'étais plutôt bon élève. J'avais envie d'apprendre. J'avais pas envie, il n'y a aucune honte à aller faire un CAP employé de bureau. Il n'y a aucune honte à ça. Franchement, ce serait absolument insultant que de penser ça. Mais c'était pas ma vocation. C'était pas ça que je voulais faire. J'avais plutôt des bonnes notes en français. Je suivais plutôt bien. Et donc, on ne voyait pas, mes parents n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Parce que mes jambes ne fonctionnaient pas. Il fallait que je sois limité dans mes choix scolaires. Et donc, à un moment, oui, ça s'est fini physiquement. Ça s'est fini par une empoignade musclée entre mon père et le proviseur. Et vous dites, ce jour-là, je prends conscience que aucun combat n'est perdu d'avance. Aucun combat, quand bien même ils deviennent physiques à un moment, n'est perdu d'avance. Je crois que dans ce bouquin, c'est la scène que j'ai eu le plus de mal à raconter, parce qu'elle donne... D'abord, elle est extrêmement violente. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je nous revois avec mes parents dans le bureau de ce monsieur qui était pas méchant, qui était déterminé à nous dissuader de vouloir m'inscrire dans son établissement. Et pour lui, c'était trop, c'était insupportable. Et je pense que le fait de voir mon père, il ne l'a pas violenté, mais à un moment se précipiter vers lui en disant il faut que vous me compreniez, il faut vraiment que vous me compreniez, et en le prenant par les épaules et par le veston, c'était tellement désespéré cet acte de mon père que je pense que lui, ça lui a provoqué un électrochoc, réellement, en disant bon, écoutez, et dans ces cas-là, signez-moi toutes les décharges, moi je ne réponds de rien, je vous avertis au moindre incident. Voilà, il s'était paré de toutes les assurances possibles. En fait, il avait peur, le mec, tout simplement. Il avait juste peur. Et quand il a vu des parents déterminés en disant on l'amènera à chaque heure s'il le faut, on sera là, mais on veut qu'il apprenne, face à cette détermination, il a vu qu'il ne fallait pas lutter davantage. Et moi, cette détermination de mes parents, aujourd'hui encore, elle me porte. Vous êtes touché, vous l'expliquez, par le laisse-béton de Renaud et le Allô Maman Bobo de Souchon. Oui, ça c'est la première fois où je me produis sur scène. C'est la prof d'allemand qui a organisé cette petite fête dans une commune voisine, à l'époque qui s'appelait Tremblay-les-Gonesse. Maintenant ça s'appelle Tremblay en France. Depuis quelques années, on a changé le nom de cette commune. Et effectivement, je me retrouve très maladroit avec ma guitare. Enfin bon, j'avais vite compris qu'en écrivant des chansons, c'était une autre façon de me faire remarquer. Qu'on me pointait déjà du doigt suffisamment comme ça, donc si on pouvait me pointer du doigt pour autre chose, c'était quand même plutôt mieux. Et j'ai commencé à faire des brouillons de chansons. Alors, vous participez à l'ancêtre de The Voice sur TF1 oui. Et on vous demande de cacher le fauteuil et de vous asseoir sur un tabouret. Oui, en me disant,
on a peur que cette vision-là, parce que les téléspectateurs, ça s'appelait Découverte TF1, et les téléspectateurs devaient voter choisir entre deux auteurs-compositeurs, pour que le vainqueur revienne la semaine suivante. Et Roger Pouli, à qui je rends un vibrant hommage dans ce livre, qui était le directeur artistique de cette émission, le pianiste de Charles Trenet, entre autres, a dit ils étaient partis pour m'éliminer en disant bon, ça va être un emmerdement, on l'élimine, et puis voilà quoi. À la suite des auditions, je n'avais pas été retenu, et lui avait été me repêcher, mais en faisant fort de me convaincre d'accepter de passer sur un tabouret. C'était ça, ou ne pas passer à l'émission. J'ai accepté la mort dans l'âme, mais l'émission entre-temps a été supprimée. Et vous avez fait vos études donc à la fac. Dans les familles juives, c'était médecin ou avocat. En fait, vous choisissez un DESS en communication audiovisuelle à la Sorbonne. Ouais. Et en droit de la communication, oui. C'était je vous l'assure, sans aucune vocation. Sans aucune vocation. Mais ça vous permet quand même d'intégrer Europe 1, où vous travaillez dans la pub. Là, finalement, vous êtes un peu l'art. Pas convaincu, mais... non, en pub, c'était sympa, parce que je commençais donc à écrire des chansons, être un peu chanté à droite à gauche, et écrire des spots de pub. C'était des mots qui devaient servir une marque, mais ça m'a beaucoup appris. Vous savez, la pub, arriver à synthétiser une idée en 30 secondes, c'est un véritable exercice d'écriture et très sympathique à faire. Et à l'époque, très très lucratif. C'était vraiment les années 80, les années où la pub était reine. Et rencontrer la femme de sa vie, à l'occasion, le cadeau de sa vie, dites-vous, Frédéric, à l'occasion d'un voyage. Oui, en Israël. Une des rencontres les plus importantes, qui dure d'ailleurs. Effectivement, encore. Qui 30 ans plus tard dure toujours. Et alors, dans votre ouvrage, il y a un chapitre que j'ai trouvé à la fois cocasse, cocasse, triste, mais qui se termine par un formidable happy end, qui est le problème de l'adoption. Oui, ça c'était... ça a été finalement, vous savez, je n'en conserve de cet épisode que la plus belle chose au monde, qui est notre fils aujourd'hui. Quand on me parle d'adoption, en me parlant de Simon, je sursaute toujours un peu, tellement j'ai pas oublié, pareil, mais c'est tellement notre fils, c'est tellement le nôtre, et il nous ressemble. Pas le vôtre, vous dites, c'est lui qui nous a adoptés. Effectivement, et il nous ressemble. Aujourd'hui, bon, Simon vient d'Éthiopie, on l'a eu, il a porté notre nom, il avait 3 mois, on l'a eu dans nos bras, il en avait 5, c'est mon épouse qui est allée le chercher à Addis Abeba seule. Vous racontez d'ailleurs, c'est très très fort dans votre livre, vous dites, vous n'osez pas y aller vous, parce que le fauteuil peut être un obstacle au dernier moment. Effectivement, nous sommes en 2007, et en 2007, l'espérance de vie d'un homme en Éthiopie était de 48 ans, et des fauteuils roulants dans les rues d'Addis Abeba, inutile de vous dire que vous n'en voyez pas. Enfin, c'était un symbole mortifère pour eux. Donc on me demande, enfin l'association qui nous a aidés, qui est l'association du Tout Cool, et que Children of the Sun, pour leur faire un petit peu de pub, ces gens sont merveilleux. Ils nous ont dit bien sûr qu'on prend votre dossier, bien sûr que vous avez tout pour devenir des parents tout à fait normaux, mais on va vous dire tout de suite, lors du voyage, il vaut mieux que madame y aille seule. Ça a été vraiment bon. Voilà, ça a été 10 jours à faire la connaissance de mon fils par téléphone. Je l'entendais bredouiller, babiller et respirer, et je n'ai pu l'avoir dans mes bras que 10 jours plus tard. Et j'en viens, Frédéric, à l'énorme coup de gueule que vous donnez dans un des chapitres qui s'appelle « Les mots pour le dire ». Vous expliquez, c'est vrai que j'avais a priori peu de chances de faire un métier lié à l'image, et pendant longtemps, je ne souhaitais pas être un porte-parole. On a un ami en commun, Patrick Segal, qui lui a beaucoup milité pour... Qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de ce livre, et dont l'exemple m'a toujours beaucoup inspiré. Pour nos auditeurs, c'était cette couverture où il faisait du stop. L'homme qui marchait dans sa tête, un livre fondateur, enfin un livre et un personnage absolument remarquable. Alors vous expliquez que vous n'avez pas tout à fait les mêmes... vous avez les mêmes devoirs, vous n'avez pas les mêmes droits. Vous dites, on n'a par exemple pas le droit d'aller et venir comme tout le monde. Alors vous donnez beaucoup d'exemples.
soit le cinéma, les magasins, les théâtres, les transports en commun. Vous racontez un épisode dans le train. La ligne 14 du métro, c'est la seule qui soit accessible pour... Oui, je dis sous forme de boutade que la station Invalide n'est toujours pas accessible. Même là, vous ne pouvez pas y aller. Vous racontez les épisodes avec les toilettes, avec le Zénith. À un moment donné, voilà, vous êtes invité au Zénith, sauf que les loges sont inaccessibles. Alors, on a fait un effort pour les spectateurs. Les spectateurs peuvent entrer au Zénith, mais vous ne pouvez pas monter sur scène. Et si on veut résumer, Serge, en une phrase, il y a une loi qui a été votée, dite loi de l'accessibilité universelle, que le président Chirac a fait voter en 2005. Cette loi demande à tous les établissements destinés à recevoir du public de pouvoir être accessibles à tous les publics. Tous les publics. Cette loi, aujourd'hui, n'est toujours pas respectée. Cette loi a connu plusieurs dérogations. Donc 2005, hein, je laisse nos auditeurs faire un rapide calcul mental. Cette loi de 2005, aujourd'hui, à force de dérogation, ne pourra être appliquée qu'en 2024. C'est-à-dire que les gens ont jusqu'à 2024 pour se mettre aux normes. Et en 2024, on s'apercevra que rien n'a été fait et on reportera encore. Donc en fait, on est dans un pays qui est très fort pour édicter des lois et pour les vider de leur sens en ne les faisant pas respecter. On donne des dérogations, on donne des amendes aux gens qui ne sont pas aux normes, mais en aucun cas, on ne les force à être... Alors, bien évidemment qu'il y a des lieux publics qui ne peuvent pas... Et j'imagine qu'il y a des monuments classés, qu'il y a des constructions qu'on ne peut pas adapter. Ça, on l'entend, on n'est pas débile. Mais il y a des gens qui, aujourd'hui, ne font pas cet effort-là. Et ça, c'est scandaleux. On n'est pas face à une loi qui est coercitive, où on vous dit « vous n'êtes pas aux normes, monsieur, vous fermez et on reviendra quand vous serez aux normes », on vous donne une dérogation. On vous donne une dérogation et on vous demande de vous mettre aux normes dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais, pour l'instant, c'est 2024. C'est scandaleux. Cette loi a été votée vraiment à l'initiative du président Chirac, il faut lui rendre hommage, en 2005. Cette loi n'est toujours pas respectée. Vous racontez une anecdote qui m'a surpris, c'est-à-dire lors d'un concert hommage un an après Charles Aznavour. Oui. Vous avez bien connu Charles Aznavour. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui, oui. Voilà, on lui rend hommage et l'accès à la scène à l'hôtel de ville, je pense. À l'hôtel de ville, sur le parvis de l'hôtel de ville. Vous êtes interdit pour des questions d'assurance. D'assurance, on me dit, on ne peut pas. Alors, on peut monter un Steinway qui pèse quelques centaines de kilos. Un Steinway, c'est un piano à queue. Mais une personne en fauteuil roulant, on ne prend pas le risque de le monter. Et il faut, à l'époque, et elle est toujours là, et heureusement, mon amie Karen Tayeb, qui est donc maire adjointe, je l'appelle. On lui dit, mais j'en avais les mains qui tremblaient, quoi. En fait, j'étais déprogrammé, non pas parce que la famille Aznavour ne voulait pas m'inviter, au contraire, ils avaient mis mon nom sur la liste depuis le départ. Et j'étais fier de rendre cet hommage à un des plus grands chanteurs de tous les temps, qui plus est, m'avait fait l'honneur de composer deux musiques sur deux de mes textes, et je me retrouve à ne pas pouvoir y aller, et si Karen Tayeb n'était pas intervenue, j'étais tout simplement déprogrammé. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous savez, docteur, il n'y a pas très longtemps, je suis allé présenter ce livre au centre de rééducation de Berck. Dans le nord de la France, il y a un centre absolument énorme où beaucoup de gens qui ont été des accidentés de la vie viennent là et on les remet en état entre guillemets, pour réaffronter la vie ensuite. Et lorsqu'on entend l'angoisse de ces gens qui étaient sur leurs jambes avant, et qui vont se retrouver en fauteuil roulant à devoir vivre un quotidien, et qu'ils vous posent des questions en disant « mais est-ce que c'est compliqué ? On a très peur ». Cette angoisse-là, ces questionnements-là, je les ai entendus lors de la journée que j'ai passée à Berck. Vous vous dites que il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Ces gens-là vont se retrouver dans un monde, dans une ville, dans un pays, je le rappelle, qui est quand même la 5e puissance économique mondiale, où aujourd'hui, et je le dis haut et fort, et on peut m'attaquer là-dessus, il n'y a aucun problème, nous sommes, population en situation de handicap, profondément méprisés. Ça s'appelle du mépris. Il n'y a pas un autre terme. Lorsqu'à ce point-là, on fait voter des lois et que ces lois-là ne sont pas appliquées, oui, ça me met en colère, oui, parce qu'on a en face de nous un profond mépris. Vous avez une formule très forte, Frédéric, vous dites qu'il faudrait rendre la ville plus accessible, vous dites
pas seulement plus accessible, il faudrait la rendre moins inaccessible. Exactement, exactement. C'est pas le problème de chacun avec son corps, c'est un problème à la limite spirituel, psychanalytique que chacun a à régler en situation de handicap ou pas. On a tous des comptes à régler avec soi-même. Mais là, quand vous apercevez que c'est la ville, en fait, le manque d'urbanité, le manque d'accessibilité qui vous surhandicape, là ça met en colère. Les trottoirs trop hauts, les portes trop étroites, de nombreux obstacles sur la voie publique, ça c'est les résultats d'une enquête IFOP. Bien sûr, et les établissements destinés encore une fois à recevoir du public qui ne sont pas aux normes. Ça c'est scandaleux. Vous savez, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, j'avais fait pour le Téléthon un reportage au Canada, je m'étais baladé au Canada en fauteuil, et je revois la tête du restaurateur à qui je demandais si ces toilettes étaient accessibles. Et je vais pas vous faire le coup de l'accent québécois, mais le mec m'avait regardé en me disant mais quelle bête question, mais si j'étais pas accessible, je ne serais pas ouvert. Donc en France, en France, ce n'est pas accessible, mais c'est toujours ouvert. Voilà, on arrive au terme de Je vous remercie beaucoup, notre docteur. entretien. Frédéric, finalement, une vie belle, bien remplie. Vous écrivez d'ailleurs en regardant les cieux, je referai tout pareil, mais en mieux. on peut toujours faire mieux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Fauteuil d'artiste, aux éditions de l'Archipel. Frédéric Zetoun, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur.